J'ai tué ma patronne d'un sourire. Pas avec un couteau, non. Cela aurait été trop vulgaire, trop américain. En France, on assassine avec l'élégance d'un mot susurré dans l'ombre d'un café parisien, ou d'un regard qui transperce l'âme comme la lame d'un guillotine invisible. Ce jour-là, dans les couloirs lambrissés de l'hôtel particulier reconverti en bureau de luxe finance à Paris, j'ai démissionné. Et mon sourire, oh, ce sourire, a été la première pierre d'une vengeance qui a fait trembler les fondations de son empire familial. Elle, Élisabeth de Montfort, la duchesse des fusions-acquisitions, m'a regardé comme si j'étais le diable en tailleur Chanel. 3 mois. Seulement 3 mois que sa nièce, cette petite vipère nommée Camille, avait posé ses escarpins loup-boutin dans notre service. Et déjà, promotion fulgurante au poste de directrice adjointe, un rôle que j'avais bâti pierre par pierre pendant 8 ans de nuits blanches et de négociations acharnées dans les salons enfumés de la place Vendôme. C'est le sang qui parle, ma chère, m'avait-elle glissé un matin, son thé d'Argeling à la main, comme si le népotisme était une tradition gauloise aussi naturelle que le vin de Bordeaux. J'ai hoché la tête, avalé ma rage comme un café trop amer. Mais intérieurement, j'ai juré, elle paierait. Pas pour la promotion. Cela n'était que le vernis. Non, pour le secret qu'elle m'avait forcé à enterrer, ce cadavre professionnel que j'avais porté seul, comme une croix sur les épaules d'une sainte laïque. Tout avait commencé par une erreur. Ou plutôt, par une fraude. Camille, fraîche et moulue de Sciences Po, avait falsifié des rapports financiers pour un client qatari, un détail mineur, une ligne truquée dans un bilan de 200 millions d'euros. Mais en France, les détails sont des abysses. J'étais la responsable du contrôle interne, c'était moi qui devais valider. Elle m'avait supplié, les yeux de biche, « Tante Élisabeth t'adore, Aurore. Aide-moi, juste cette fois. » Et Élisabeth, cette sorcière aux ongles manucurés, m'avait convoqué dans son bureau surplombant la Seine. « Protège la famille, Aurore. Ou adieu ta carrière. » J'ai signé. J'ai pris le blâme. Lors de l'audit interne, j'ai déclaré « C'est moi. Une négligence. » Les journaux avaient titré « Scandale chez Lux Finance, une cadre star dans la tourmente. » Mon nom, Aurore Lefebvre, barbouillé de boue dans le monde. Et Camille, promue, bien sûr. Le sang, toujours le sang. Paris, cette ville de lumière traîtresse, bruissait déjà de rumeurs. Dans les brasseries du Marais, on chuchotait que j'étais une ambitieuse ratée, une provinciale lyonnaise qui avait osé défier l'aristocratie financière. J'ai feint l'indifférence, continuant mes journées comme une automate. Café serré au zinc du Flore, rendez-vous avec des banquiers italiens aux accents chantants, et ces soirées solitaires où je relisais Balzac pour me rappeler que la vengeance est un art bourgeois. Mais la nuit, dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, je complotais. J'ai commencé par fouiller. Des dossiers oubliés dans les archives numériques, des mailles effacées mais pas assez bien. Ah, la vanité des puissants qui croient leurs serveurs inviolables. J'ai découvert le vrai secret. Élisabeth n'était pas seulement népotiste. Elle blanchissait de l'argent pour des oligarques russes, via des fondations caritatives bidons au nom de sa défunte mère, la comtesse de Montfort. Des millions transitant par des comptes offshore à Monaco, déguisés en dons pour la restauration de Notre-Dame. Ironique, non? Sauver la cathédrale pendant que l'on pille les âmes. Mon premier coup a été subtil, comme un poison lent dans un cassoulet. J'ai anonymement typé un journaliste de Libération, un ami d'un ami rencontré lors d'un vernissage au Louvre. Regardez les fondations Montfort, lui ai-je glissé lors d'un apéro au Baron Rouge. Pas plus. Juste une graine semée dans le terreau fertile des scandales français. Bientôt, les premiers articles, soupçons sur les dons de la famille de Montfort. Élisabeth a pâli lors de la réunion du conseil, ses lèvres pincées comme une prune trop mûre. Qui ose? A-t-elle sifflé, ses yeux fouillant la salle. J'ai baissé les miens, feignant la loyauté. Camille, elle, a ri nerveusement, se croyant intouchable. Mais je voyais déjà les fissures. Son mari, un député UDI, commençait à poser des questions sur leurs vacances à Courchevel, financées par ses dons. Les mois suivants ont été une danse macabre. J'ai grimpé les échelons de la trahison avec une précision chirurgicale. Promu moi-même à un poste bidon de conseillère stratégique, une façon pour Élisabeth de me garder sous son pouce, de me surveiller comme un chat guette une souris. Mais c'était parfait. Accès total aux serveurs, aux réunions confidentielles dans les hôtels particuliers du Faubourg Saint-Honoré. J'ai appris ses faiblesses. Son amant, un ministre de l'économie aux moustaches jaunies par le cognac, qui la manipulait pour des faveurs politiques. Et Camille, une junkie du pouvoir, sniffant de la coque dans les toilettes des afters de la Fashion Week, endettée jusqu'au cou auprès de prêteurs italiens. Je les ai filmés, discrètement, avec un téléphone caché dans mon sac Birkin contrefait. Ah,
l'ironie d'une provinciale usant des ruses des Parisiens. Puis vint le jour de la démission. 30 juin, une chaleur étouffante qui faisait fondre le bitume de la rue de Rivoli. Elisabeth m'avait convoqué pour un débrief sur le dernier audit. Camille était là, rayonnante dans sa jupe crayon, vantant son nouveau projet, un rachat d'une galerie d'art à Genève, financé par les fonds suspects. « Aurore, tu seras mon bras droit », m'a-t-elle lancée, condescendante. J'ai souri intérieurement. Sur la table, j'ai posé ma lettre, je démissionne avec effet immédiat. Silence. Puis, quoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, a hurlé Elisabeth, son visage se tordant comme un masque grec. Tout ce que vous avez fait? Prendre ma réputation pour sauver la vôtre? Promouvoir cette sangsue. Les mots ont fusé, venimeux, dans un français pur, ciselé comme du cristal de baccarat. Et là, le sourire. Lent, délibéré, remontant de mes lèvres comme un voile se lève sur une scène d'opéra tragique au Châtelet. Un sourire qui disait « Je sais tout, et je vais vous détruire ». Ses yeux se sont écarquillés, le sang se retirant de ses joues poudrées. Camille a bafouillé « Tante, qu'est-ce que ?» Mais je les ai laissés là, dans cette pièce aux tapisseries Louis XV, avec le fantôme de mon rictus gravé dans l'air. En sortant, j'ai croisé le gardien, un vieux breton nommé Yves, et je lui ai glissé un billet. Dites aux journaux que la duchesse pleure. Paris m'attendait, ses boulevards comme des veines pulsantes de revanche. La liberté a un goût de absinthe, amer et enivrant. Les premiers jours après ma démission, j'ai erré dans Paris comme un fantôme haussmannien, hantant les librairies de la rive gauche, les marchés aux puces de Saint-Ouen où l'on vend des reliques d'aristocrates déchus. Mon appartement, ce cocon étouffant du 7e, me semblait trop petit pour contenir la tempête qui bouillonnait en moi. J'ai loué une chambre d'hôtel sous un faux nom, Madame Duval, un clin d'œil à la duchesse qui m'avait trahi, dans le quartier latin, près du Panthéon où reposent les héros de la République. Là, entouré de l'odeur de croissants brûlés et de la cacophonie des touristes, j'ai ourdi le cœur de ma vengeance. Pas de violence brute. Non, en France, on ronge les os avec la patience d'un fromager affinant son roquefort. Le secret que j'avais enfoui remontait à la surface comme un cadavre dans la Seine après une crue. 8 ans plus tôt, quand j'avais rejoint Lux Finance, fraîche de l'ENA, ambitieuse et naïve, Elisabeth m'avait prise sous son aile. « Tu es comme une fille pour moi », murmurait-elle lors de dîner au Plaza Athénée, ses doigts effleurant les miens sur la nappe damassée. J'y avais cru. J'étais orpheline de père, élevée par une mère couturière à Lyon qui rêvait de Paris sans jamais y poser les pieds. Elisabeth représentait l'ascension, les bals de l'Élysée, les week-ends à Deauville, les murmures de pouvoir dans les loges de l'Opéra Garnier. Mais le prix? Mon silence sur ces magouilles dès le début. Un détournement mineur de fonds pour payer les études de Camille à Oxford. C'est pour la famille, ma chérie. J'avais fermé les yeux. Puis un autre, pour l'amant ministre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je devienne la gardienne de ces démons. La trahison profonde, celle qui m'a fait basculer, n'était pas seulement professionnelle. C'était personnel, viscéral. Camille n'était pas sa nièce par le sang. Oh non. J'avais découvert, par un mail mal effacé lors d'une sauvegarde serveur, que Camille était sa fille illégitime, fruit d'une liaison avec un diplomate belge lors d'un sommet à Bruxelles en 1995. Elisabeth, veuve éplorée en public, avait élevé l'enfant en secret, la présentant comme la progéniture de sa sœur décédée. Pour le nom, avait-elle écrit dans ce mail à son confesseur fiscal. Le nom de Montfort, cette forteresse de privilèges. Et moi, j'avais pris le blâme non seulement pour la fraude qatari, mais pour un cover-up plus ancien. Un accident de voiture en 2010, où Camille, ivre au volant d'une Porsche familiale, avait failli tuer un piéton sur les Champs-Élysées. J'avais falsifié les rapports d'assurance, déclaré que c'était moi au volant, une erreur de jeunesse. Le piéton, un immigré sénégalais nommé Moussa, avait porté plainte. J'avais négocié son silence avec une somme modeste, payée de ma poche. Moussa vivait désormais à Clichy, ouvrier dans une usine, ignorant que son bourreau roulait en Bentley. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel au mur tapissé de velours fané, j'ai contacté Moussa. Trouvé via les registres publics, un coup de fil anonyme depuis une cabine près de la Sorbonne. « Monsieur Diop, c'est à propos de l'accident de 2010. » Sa voix, rauque d'un accent ouest-africain teinté de banlieue, a tremblé. « Qui est-ce » J'ai tout déballé. La vérité sur Camille, le mensonge que j'avais porté, les fonds détournés qui auraient pu l'aider, lui et sa famille. Silence. Puis, pourquoi maintenant? Parce que je veux justice. Pas pour moi. Pour nous, les invisibles. Il a ri, un rire amer comme du bissap trop fort. En France, la justice est pour les riches. Mais, je viendrai témoigner.
Si vous avez des preuves. J'en avais. Des photos granuleuses de l'accident, volées des archives police, des mails d'Elisabeth ordonnant le cover-up. Mon plan se dessinait comme un roman de Zola, exposé social, avec une pointe de Dumas pour les intrigues de Cap et d'épée. J'ai infiltré le cercle d'Elisabeth via un ancien collègue, Pierre, un comptable aux moustaches cirées qui me devait une faveur. J'avais couvert son adultère avec une stagiaire il y a 5 ans. « Aurore, tu es folle », m'a-t-il dit lors d'un déjeuner au Procope, son assiette de coque au vin intacte. « Montfort te détruira. » Déjà fait, ai-je répliqué, un sourire en coin. Il m'a filé un accès backdoor au système interne. Des enregistrements de réunions où Elisabeth briefait son amant sur des pots de vin pour des contrats publics. Le ministère a besoin de notre générosité, ricanait-elle. Sa voix nasillarde comme un vin de table bas de gamme. Camille, la vipère, commençait à sentir le vent tourner. Elle m'a appelé un soir, sa voix pâteuse de champagne et de peur. « Aurore, reviens. Tante est furieuse, mais on peut arranger ça. Un poste à Genève, avec moi. » Rire. « Avec toi ? La princesse qui m'a volé mon sang. » Elle a nié, bien sûr, larmoyante. C'était un accident, la fraude. Tu es comme une sœur. Sœur. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai enregistré l'appel, bien sûr, et raccroché avec un « adieu, petite sœur ». Le lendemain, j'ai leaké l'enregistrement sur un forum anonyme de finance, les chiens de garde, fréquentés par des insiders rageurs contre l'oligarchie. Les posts ont explosé, la nièce de Montfort, une droguée fraudeuse. Elisabeth a riposté en public, lors d'une interview sur France Inter, calomnie d'une employée rancunière. Rancunière. Le mot m'a piqué comme une guêpe. Mais c'était le début de sa chute. Les actions de Lux Finance ont chuté de 5% en une semaine, des investisseurs fuyant comme des rats d'un bateau ivre. Pourtant, elle contre-attaqua, m'obligeant à flipper comme un politicien en pleine affaire Cahuzac. Un détective privé, un ex-flic corse aux méthodes musclées, a toqué à ma porte d'hôtel. Madame Duval, un message de Madame de Montfort. Une enveloppe, photo de moi sortant d'un bar lesbien du Marais, un secret que j'avais gardé pour moi, mon orientation, un murmure dans l'oreille d'une amante éphémère lors d'un vernissage. Reviens, ou ça sort dans la presse. Chantage. Classique, français jusqu'à la moelle. J'ai ri, seul dans la pénombre, et brûlé les photos dans le lavabo. Mais la tension montait. Paris, ma ville amour, devenait un labyrinthe de paranoïa. Chaque ombre dans le métro était un espion. Chaque coup de fil, une menace. J'ai rencontré Moussa dans un kebab de Barbès, loin des regards. Voici les preuves, lui ai-je dit, passant une clé USB sous la table. Ses yeux, durs comme l'acier de Belleville, ont brillé. Pour ma fille. Elle mérite mieux que ça. La danse continuait, plus sombre. Elisabeth a promu Camille à un poste encore plus haut, directrice exécutive, lors d'une soirée au Crayon. J'y étais, invité anonymement, un billet glissé sous ma porte, une provocation. Vêtue d'une robe noire comme une veuve vengeresse, j'ai trinqué avec elle, mon verre de Sancerre levé. À la famille, ai-je toasté. Son sourire était forcé, ses yeux des puits de suspicion. Camille, ivre de pouvoir, a glissé. Tu devrais te suicider professionnellement, Aurore. C'est plus propre. J'ai ri, un rire de gorgone. Et ce soir-là, j'ai lancé la seconde phase, un mail groupé aux actionnaires, depuis une adresse spoofée, listant les flux offshore. La duchesse saigne la France. Panique au conseil. Elisabeth a viré Pierre, mon allié, l'accusant de trahison. Il m'a appelé, désespéré. Aurore, elle sait. Pour le détective. J'ai raccroché, le cœur serré. La vengeance, c'est solitaire, comme un tango argentin dans un bal musette désert. Les nuits parisiennes sont des complices perfides. Elles enveloppent les secrets comme un brouillard sur la Marne, et ce mois de juillet 2025, avec ses orages électriques qui fouettaient les toits de zinc, a vu mon complot s'épaissir comme une sauce réductionnée. J'avais quitté l'hôtel du Quartier Latin pour un studio anonyme à Montmartre, perché sous le Sacré-Cœur, où les artistes maudits venaient jadis noyer leur spleen dans l'absinthe. De ma fenêtre, je voyais la ville s'étaler, vulnérable, ses lumières comme des joyaux à voler. Elisabeth ripostait, sa malfaisance se muant en une paranoïa qui la rongeait de l'intérieur. Elle avait engagé une armée de conseillers en crise, des requins de com' venus de Bruxelles, parlant de narratifs positifs et de soft power. Mais en France, le pouvoir est dur comme le granit de la Concorde. Il se brise en éclats sanglants. Le twist est venu d'un allié inattendu, l'amant ministre, Henri Duval, ironie du sort, même nom que mon alias. Je l'avais croisé lors d'une réception à Matignon,
des années avant, quand il était encore un jeune énarque aux idées socialistes tièdes. Il m'avait dragué, maladroitement, promettant un avenir ensemble contre le système. J'avais ri, préférant les femmes aux hommes en costard. Mais maintenant, usé par les scandales, marié à une héritière fade, il cherchait une porte de sortie. Je l'ai approché via un intermédiaire, une ancienne amante commune nommée Sophie, galeriste dans le Marais. Henri est terrifié, m'a-t-elle dit lors d'un thé au Ladurée, ses lèvres peintes en rouge sang. Elisabeth le tient par les couilles, littéralement, des photos compromettantes. J'ai souri, dis-lui que je peux l'aider. En échange de preuves. La rencontre a eu lieu dans un bistrot caché de la Butte aux Cailles, quartier bohème où les murs graffités murmurent des révoltes oubliées. Henri, moustache tremblante, a commandé un pastis. Aurore, tu es une furie. Elisabeth dit que tu es une lesbienne hystérique, une vendetta personnelle. J'ai ri, bah, comme une sorcière de la forêt de Brocéliande. Et toi, Henri, tu blanchis pour elle depuis combien de temps? Les contrats publics pour les oligarques, via tes réformes. Il a blêmi, avalant son verre d'un trait. Puis, le marché. Il me filait les dossiers ministériels liant Elisabeth à des pots de vin pour un méga-projet ferroviaire Lyon-Marseille. En échange, immunité. Je témoignerai contre elle au parquet national financier, a-t-il juré, ses yeux fuyants comme un politicien en campagne. J'ai acquiescé, mais intérieurement, je notais. Les hommes comme lui flip-flop comme des crêpes sur une plaque chaude. Il trahirait, tôt ou tard. Avec ces dossiers, mon arsenal était complet. J'ai compilé un rapport de 200 pages, anonyme, envoyé au procureur de Paris via un courrier discret. Un vieux livreur de Vélib, que j'avais payé en billets froissés. Affaire Montfort, blanchiment et corruption d'État. Les flics ont bougé vite. Perquisition au petit matin, le 15 août, jour de fête nationale. Les images aux infos. Elisabeth en peignoir de soie, échevelée devant les caméras de BFM, hurlant « c'est une conspiration ». Camille, menottée à côté, son maquillage coulant comme un clown triste. Paris jubilait. Les réseaux sociaux explosaient de même, la duchesse en guillotine 2.0. Mais elle contre-attaqua, vicieuse, un communiqué accusant une ex-employée dépressive, Aurore Lefebvre, de diffamation. Mon nom, de nouveau dans la boue. Des paparazzis à ma porte de Montmartre, flash crépitant comme des coups de feu. J'ai fui vers la Normandie, chez une cousine à Honfleur, prétextant des vacances. Là, sous les pommiers normands, j'ai attendu, lisant Proust pour tempérer ma rage, le temps retrouvé, ironiquement. Moussa m'a rejointe là, en train depuis quand, sa silhouette massive emplissant la petite gare. Les flics m'ont interrogé, a-t-il dit, serrant ma main calleuse dans la sienne. J'ai tout dit sur l'accident. Gratitude dans ses yeux, mêlée de peur. Mais pour ma fille, Aurore. Elle étudie à la fac maintenant, médecine. Si ça sort. J'ai promis, ça n'ira pas plus loin que nécessaire. Ensemble, nous avons affiné le témoignage. Pas de vengeance personnelle, mais justice sociale. Les riches tuent et s'en tirent, a-t-il grommelé, sirotant un cidre brut. En Afrique, on appelle ça le destin. Ici, c'est la République. J'ai hoché la tête, touché par sa résignation gauloise, un mélange de César et de Senghor. De retour à Paris fin août, la ville sentait la rentrée, les feuilles jaunissant prématurément sous un ciel plombé. Elisabeth avait flip-floppé. En public, elle pleurait misère, victime d'un complot sorosien, lors d'une interview larmoyante sur CNews. En privé, elle harcelait Henri, qui m'avait prévenu par SMS codé. Elle sait pour nous. Fuis. Trop tard. Lors d'une confrontation orchestrée, j'avais leaké une rumeur de réunion secrète au Fouquet-S, je l'ai vue craquer. Assise à une table d'angle, entourée de ses conseillers, elle m'a repéré entrant, feignant le hasard. Aurore. Salope. A-t-elle craché, oubliant les caméras. J'ai approché, calme, un verre de champagne en main. Elisabeth, le sang ne lave pas les péchés. Ses yeux, injectés de haine, ont brillé d'une lueur folle. Camille est ma fille. Ma chère. Toi, une putain lyonnaise. Les mots ont fusé, public. Un journaliste a tout filmé. Viral en heure, duchesse dévoilée. Camille, elle, s'est effondrée en privé. Elle m'a traqué via Sophie, suppliante dans un café du canal Saint-Martin. Aurore, pitié. Je suis enceinte. De mon dealer italien. Larmes, ventre naissant sous sa chemise ample. Un instant, pitié. Cette fille, produit d'un mensonge, piégée dans le même filet que moi. Avorte ou assume, ai-je dit froidement. Comme j'ai assumé tes erreurs. Elle a hurlé, jetant son café.
brûlure sur ma main, marque physique de sa fureur. Mais c'était le signal. Le parquet a bougé, inculpant Elisabeth pour blanchiment aggravé. Henri a témoigné, la lâchant comme un lest, elle m'a corrompu pour des élections. Flip-flop total. Le ministre démissionnait le lendemain, pleurnichant sur LCI. La tension culminait, UAM comme un ciel d'orage sur Versailles. J'ai reçu une lettre, manuscrite, parfumée à la lavande de grâce. Rencontrons-nous. Dernière chance. Ton secret, les femmes, les nuits, restent entre nous. Chantage final. J'ai ri, déchirant le papier. Mais la nuit, les doutes venaient. Et si je devenais comme elle, une manipulatrice, rongée par le pouvoir? Paris, miroir impitoyable, me renvoyait mon reflet, yeux cernés, sourire guetté par le rictus. Moussa m'appelait « Courage, sœur ». C'est pour les oublier. Oui, pour Moussa, pour ma mère lyonnaise, pour toutes les aurores écrasées sous les talons des Montfort. Le climax approchait, controversé comme un décret de la terreur. J'avais décidé, pas de procès public, trop prévisible. Non, une vengeance intime qui diviserait l'opinion, héroïne ou monstre. J'ai arrangé la rencontre finale dans l'hôtel particulier familial, rue de Lille, sous prétexte de règlement amiable. Elisabeth, amaigrie, en chignon des faits, m'a accueilli avec un thé froid. Assieds-toi, traîtresse. Camille, gonflée par la grossesse, se terrait dans un coin. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Le poste? J'ai secoué la tête, sortant une enveloppe. L'épreuve ultime, un enregistrement d'elle ordonnant le cover-up de l'accident de Camille. La vérité. À la presse. À Moussa. Elle a pâli. Il était un rien. Un arabe saoul. Rage. Et Camille, ta fille, qui a failli le tuer? Silence. Puis, le flip, aide-moi, Aurore. On fuit ensemble. Monaco, un nouveau départ. Offre tentante, diabolique. J'ai hésité, un battement de cils, un souffle. L'hésitation a duré l'espace d'un éclair, comme celui qui zèbre le ciel au-dessus de la tour Eiffel lors d'une tempête d'été. Accepter? Fuir avec la duchesse, redevenir sa complice dans un exil doré sur la côte d'Azur, sirotant des rosées à Saint-Tropez tout en effaçant nos traces numériques? Non. Cela aurait été renier la croix que j'avais portée, trahir Moussa et les ombres de lion qui me hantaient. Jamais, ai-je murmuré, ma voix un fil d'acier dans l'air lourd du salon au meuble directoire. Elisabeth s'est levée d'un bond, son peignoir flottant comme un suaire, et a bondi vers moi, ongle en avant. Salope, tu vas pourrir en prison avec moi. Lutte brève, animal. J'ai esquivé, attrapant un bibelot de Sèvres, un vase ancien, valeur inestimable, et les fracassé sur sa tempe. Sang. Elle s'est effondrée, un râle gargouillant. Camille a hurlé, se ruant sur moi, son ventre la déséquilibrant. Tu l'as, maman. Mais j'étais plus vive, forgée par des années de pilates et de rage contenue. J'ai la repoussée d'un coup d'épaule, la faisant trébucher contre une console Renaissance. Chut. Silence. Le sang d'Elisabeth gouttait sur le parquet ciré, formant une flaque comme une auréole inversée. Panique. J'ai sorti mon téléphone, tremblante, et composé le 17. Accident. Rue de Lille. Vite. Les flics sont arrivés en sirène hurlante, quartier latin en alerte. Elisabeth, à demi consciente, marmonnait, elle. Vengeance. Camille, pleurant sur son ventre, accusait, elle nous a attaqués. Le commissariat du 7e, cette nuit-là, était un purgatoire bureaucratique. Néon blafard, café tiède dans des gobelets en plastique, et un capitaine lyonnais, aux joies, nommé Bertrand, qui me connaissait vaguement via ma mère. Aurore Lefebvre, qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'ai tout déballé, la fraude, l'accident, le blanchiment, les chantages. Preuves sur clé USB, enregistrement, mais. Il a haussé les sourcils, c'est du lourd. Mais l'agression. Vous avez un vase sur la tempe de la victime. Légitime défense, ai-je répliqué, citant le code pénal comme une avocate de la Cour de cassation. Elle m'a attaqué. Regardez les bleus. Vrai, égratignure sur mes bras, café brûlant de Camille. Il a soupiré, ce soupir français Silas, on va enquêter. Mais les Montfort. Puissant. La presse a explosé au matin. Meurtre raté chez les de Montfort? Une ex-employée en garde à vue. Controversé, oh oui. Les éditos de Libé me peignaient en justicière punk, la Robin des Bois des cols blancs, ceux du Figaro en furie hystérique, vengeance féminine dévoyée. Réseau en feu,
Justice pour Aurore vs arrêter la sorcière. Élisabeth, hospitalisée à l'Hôtel-Dieu, survivait, commotion, point de suture, et clamait l'innocence de sa famille brisée. Camille, sous sédatif, avortait discrètement à l'insu des tabloïds, murmurant à un psy « C'était ma faute, tout ». Henri, le traître, fuyait à Bruxelles, laissant un mot « Désolé, Aurore ». Trop chaud. Libéré sous contrôle judiciaire après 48 heures, merci les preuves, je suis rentré à Montmartre, les murs résonnant de mon pouls affolé. La vengeance culminait, mais à quel prix? Paris, ma muse cruelle, me toisait depuis les toits. Étais-je héroïne ou meurtrière en herbe? Moussa m'a visité, apportant des beignets de Belleville. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit, ses mains noueuses sur les miennes. En Afrique, on dit que le lion blesse avant de tuer. Sagesse. Mais la nuit, les cauchemars venaient, le vase brisé, le sang, le regard d'Élisabeth, pas haineux, mais brisé, presque maternel. Avais-je tué la mère en elle? Le procès s'est ouvert en octobre, sous les dorures de la cour d'assises de Paris, un théâtre jacobin où les accusés défilent comme des ombres de la Bastille. Élisabeth, en chaise roulante, séquelle théâtrale, accusait « Aurore m'a piégé par jalousie lesbienne ». Gasp. Le jury, mixte de banlieusards et de bobos, a froncé les sourcils. Mon avocat, une tigresse de Nanterre nommée Léa, a contre-attaqué. Témoignage de Pierre, l'X des dossiers, et Moussa en star, elle m'a rendu justice, cette femme. Larmes dans la salle, applaudissements réprimés. Camille, citée comme témoin, a flip-floppé, d'abord loyale, maman est innocente, puis craquante sous cross-exam. C'était moi, l'accident. Aurore a protégé. Nous. Bombshell. La salle a octé, Élisabeth a hurlé, traîtresse. Encore. Les débats ont divisé la nation, comme un référendum truqué. Féministes du monde saluaient la révolte des invisibles. Conservateurs de valeurs actuelles vomissaient l'anarchie woke. Moi, au banc des accusés pour agression et diffamation, je souriais intérieurement, ce sourire fatal qui avait lancé tout. La tension, palpable, comme un opéra wagnérien, air de fureur, duo de trahison. Henri a témoigné par vidéo, depuis un bunker belge, Élisabeth m'a forcé. Corruption mutuelle. Elle l'a maudit depuis son fauteuil, espèce de pédé recyclé. Mot homophobe qui a fait scandale, tweet en furie. Le climax judiciaire, ma déposition. Debout, en tailleur noir austère, j'ai regardé le jury. J'ai pris le blâme pour elle. Pour le sang. Mais le sang innocent, ô comme celui de Moussa, crie justice. Silence de cathédrale. Puis, le verdict imminent. Élisabeth, dans un dernier flip, a murmuré à son avocat. Proposer un deal. Offre, abandon des charges contre moi, en échange de mon silence sur Camillès paternité. Léa m'a conseillé. Accepte. Ou risque la tôle. Tentation. Mais non. Que la vérité sorte, ai-je dit. La salle a applaudi. Le juge a tonné. Ordre. Dehors, Paris automnal pleuvait des feuilles mortes sur l'île de la Cité. La vengeance n'était pas finie. Elle mijotait encore, comme un bœuf bourguignon oublié sur le feu. Le verdict est tombé comme une lame de la justice, tranchant les liens pourris de l'aristocratie. Novembre 2025, un froid mordant enveloppait le palais de justice et la foule dehors, un mélange hétéroclite de militants anticapitalistes, de curieux en Burberry et de journalistes au micro tendus comme des lances, retenait son souffle. Le président, un magistrat aux lunettes pincées comme celles d'un notaire de province, a lu d'une voix monocorde « Élisabeth de Montfort, coupable de blanchiment en bande organisée, corruption d'agents publics et entrave à la justice. 10 ans de réclusion, ferme. » Silence, puis hurlement, joie pour les uns, indignation pour les autres. Injustice. La France s'effondre. Braillait un éditorialiste de droite sur son portable. Moi, acquitté de l'agression, légitime défense retenue, mais condamné à 2 ans avec sursis pour diffamation légère. Un compromis français, mi-figue mi-raisin. Élisabeth, pâle comme un spectre de la comédie française, m'a fixé depuis le box. Pas de peine, mais une résignation vide, comme si j'avais aspiré son âme. Tu as gagné, Aurore, a-t-elle murmuré, audible au micro. Mais à quel prix? Question qui entra les dîners en ville pendant des lustres. Camille, libre mais brisée. L'avortement secret révélé par un leak anonyme, moi, peut-être, a fui en Suisse, chez un oncle paternel belge, renonçant à son nom. Je ne suis rien sans maman, avait-elle pleuré au dernier jour d'audience. Ironie, la fille illégitime, rejetée par le sang qu'elle idolâtrait.
Henri, ce flip-flopé ultime, a négocié l'immunité totale en balançant des collègues ministres. Promu secrétaire d'État fantôme dans un gouvernement remanié, il trahit encore, cette fois pour le pouvoir pur. La politique, c'est le métier de survivre, m'a-t-il glissé lors d'un dernier café au Bristol, avant de disparaître dans les couloirs feutrés. Moussa, lui, a reçu une indemnisation, fonds saisis des Montfort, et ouvert un centre culturel sénégalais à la Goutte d'Or. Pour les gosses comme la mienne, m'a-t-il dit lors de l'inauguration, un sabbat résonnant dans la salle comble. J'y étais, anonyme dans la foule, larmes aux yeux. La vengeance avait porté fruit, pour quelqu'un d'autre. Mais le twist, ce coup de théâtre qui divise encore les chaumières françaises, est venu post-procès. Décembre, sous un ciel de Noël saupoudré de neige rare, j'ai reçu une lettre d'Élisabeth, depuis la prison de Fresnes, cette forteresse grise où les duchesses côtoient les pickpockets. Pas de rancune, non, une confession. Aurore, tu étais ma fille. Pas Camille. Une insémination anonyme en 89, quand j'étais encore comtesse. Ton père? Un donneur, mais ton sang est mon fort. J'ai tout nié pour protéger l'héritage. Pardonne. Bombe. ADN joint, test discret, positif. Moi, l'orpheline lyonnaise, bâtarde d'une lignée que j'avais détruite. Rage. Ou libération. Le débat fait rage. Ai-je vengé une trahison fictive ou déchaîné l'enfer sur ma propre mère? Forum en ébullition. Twist génial. Aurore est une anti-héroïne shakespearienne. VS monstre. Elle a tué sa génitrice pour un mensonge. J'ai gardé le silence, vendant mon histoire à un éditeur pour un mémoire, Le sourire de la vengeance, best-seller controversé, adapté en série Netflix par un réal toulousain. Paris m'a acclamé puis oublié. Je vis désormais à Lyon, chez ma mère, gérant une petite galerie d'art, tableaux sombres, comme des âmes tourmentées. Épilogue heureux? Biquet. Les deux, comme la France elle-même, vin aigre doux, amour haineux. Ce sourire, qu'Élisabeth n'oubliera jamais depuis sa cellule, illumine encore mes nuits. Vengeance accomplie, mais le miroir renvoie une femme fracturée. Et vous, lecteur? De quel côté êtes-vous? Le mien ou le sien? La question reste ouverte, comme un boulevard parisien à l'aube.